Bienvenue dans En Présence, le podcast qui t'invite à ralentir, ressentir et revenir à l'essentiel. Je suis Mathilde et je t'accompagne avec douceur et en conscience sur le chemin de la guérison. Ici, je te parle avec le cœur de santé mentale, d'émotions, de système nerveux, de résilience, de reconnexion à soi et à la nature, pour que tu puisses pleinement reprendre ton pouvoir intérieur et ainsi vivre une vie plus épanouie et plus sereine. Hello et bienvenue à toi dans ce troisième et dernier épisode de ma série Quand le corps parle. Et aujourd'hui, on va aller voir comment le corps et le mental créent ensemble une boucle qui entretienne l'anxiété et surtout comment tu peux commencer à dénouer et à désamorcer cette boucle. Dans les épisodes précédents, on a vu les signes physiques et émotionnels et on a vu aussi le rôle du système nerveux, notamment le système nerveux autonome et comment celui-ci joue un rôle primordial et principal dans l'anxiété. Si tu n'as pas écouté ces 2 premiers épisodes, je t'invite à le faire. Ils ont été faits d'un ordre logique pour que tu puisses comprendre ces nouvelles notions que je t'apporte juste ici dans cet épisode. Et aujourd'hui, on va comprendre la boucle justement du corps et du mental. On va revenir sur des petites notions biologiques et scientifiques. Et surtout, on va aller travailler déjà quelques petits conseils sur justement comment aider son corps pour faire face à l'anxiété. Donc maintenant qu'on comprend mieux comment le corps y réagit et pourquoi il réagit comme ça, j'aimerais qu'on creuse ensemble un aspect fascinant, comment ton corps et comment ton mental se parlent et s'influencent mutuellement dans l'anxiété. Parce que le corps nourrit l'anxiété et inversement, le mental nourrit aussi cette anxiété. On va aller voir le rôle fascinant de l'insula pour comprendre justement cette communication bidirectionnelle qu'on a pu déjà établir dans le deuxième épisode où je te parle du nerf vague. Premier épisode où je te parle du nerf vague. Et là, aujourd'hui, on va parler d'une région de ton cerveau qui s'appelle l'insula. L'insula, c'est cette petite zone qui est située dans les plis profonds de ton cortex. Et c'est un traducteur qui permet à ton corps et à tes émotions, qui permet en tout cas de traduire ce qui se passe dans ton corps et dans tes émotions. Cette insula, elle analyse en permanence les signaux que ton corps lui envoie, alors que ce soit le rythme cardiaque, les tensions musculaires, la respiration, etc., etc. Et elle traduit aussi les sensations émotionnelles. Donc, elle analyse finalement les sensations corporelles, les sensations émotionnelles. Et ça, c'est vraiment l'insula qui va traduire ces sensations. Il y a des neuroscientifiques, comme notamment Antonio Damasio, qui ont découvert que l'insula des personnes anxieuses était hyperactive et donc qu'elle interprétait les moindres variations corporelles comme des signaux d'alarme. C'est pourquoi tu peux ressentir de l'anxiété même si objectivement, actuellement, il n'y a pas de danger. Ton corps, lui, peut avoir une légère modification des sensations corporelles et donc ton insula directement comprend que là, il y a un danger, ce qui n'est pas forcément le cas. On peut imaginer la situation où demain, tu as une présentation importante au travail, ton mental commence à s'inquiéter, ton corps va réagir, donc les épaules se contractent, le ventre peut commencer à se nouer tranquillement. Et ensuite, ton cerveau, lui, il perçoit ces sensations corporelles et il se dit « Oula, si mon corps réagit comme ça, c'est qu'il y a un danger qui arrive ». Et donc, l'anxiété va augmenter d'un cran. C'est cette boucle de rétroaction qu'on a pu parler dans l'épisode 2, où là, ton corps parle à ton cerveau, qui ton cerveau parle, lui, à ton corps, et ainsi de suite. Et ça fait amplifier, ça fait majorer cette anxiété. On va aussi parler de la respiration et notamment de cette respiration qui parfois s'emballe. D'un point de vue scientifique d'abord. Quand tu commences à stresser, ta respiration elle devient de plus en plus rapide, voire même superficielle. C'est pour ça aussi qu'en suivi, je mets un point d'honneur sur la respiration et que je vous accompagne à bien respirer. C'est parce que réellement, la respiration influence aussi mon état émotionnel et mon état corporel. Mais quand tu respires mal, donc ton taux de CO2 dans le sang va chuter rapidement. C'est ce qu'on appelle une hypocapnie. Et cette baisse de CO2, elle va provoquer une réaction respiratoire qui va déclencher une cascade de physiologie. Typiquement, quand je respire mal et quand il y a ce taux de CO2 qui chute rapidement, on a une vasoconstriction cérébrale, donc il y a moins d'oxygène qui vont monter au cerveau. C'est ce qui peut donner des vertiges. Il y a aussi une diminution du calcium ionisé dans le sang, ce qui crée des fourmillements, voire des crampes. Et il y a une hyperexcitabilité nerveuse qui peut conduire à des palpitations ou à des tremblements.
d'avoir les jambes qui flagellent, de trembler, et cetera. Ça, c'est le système nerveux qui s'est complètement emballé. Et il y a une étude qui a été publiée en 2008 dans le Journal of Clinical Psychiatry qui a montré que 60% des personnes qui souffrent de troubles de panique présentent des anomalies respiratoires, même en dehors des crises. C'est-à-dire que même en dehors des crises d'angoisse, le système respiratoire fonctionne de manière anormale. Ton cerveau, lui, il interprète alors ces sensations comme la preuve qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Il va donc augmenter l'alerte, ce qui va accélérer encore plus ta respiration, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on peut arriver jusqu'à des crises de panique, des crises de spasmophilie, parce que finalement, à partir d'une respiration qui est anormale et un peu accélérée, on peut vite emballer la machine toute seule. Et donc, cette compréhension, elle apporte quand même de l'espoir, parce que si une simple modification respiratoire peut déclencher une crise, alors maîtriser sa respiration peut donc l'empêcher. C'est exactement ce que confirment les thérapies par la cohérence cardiaque, le breathwork, etc., qui montrent des résultats spectaculaires, des diminutions des crises de panique, parce que justement, en allant retravailler sa respiration et tout le système respiratoire, on a des modifications des informations nerveuses qui circulent, et donc on a aussi une amélioration du terrain anxieux. Il y a un deuxième phénomène qui est assez intéressant, c'est le phénomène de l'anxiété anticipatoire corporelle. Alors là, tu te dis, qu'est-ce qu'elle m'a dit? On va expliquer tout ça. En fait, il y a quelque chose de très subtil, c'est que le corps peut apprendre l'anxiété. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est que, il y a un conditionnement interoceptif qui a été étudié par des chercheurs en neurosciences, et là, on va vraiment détailler aussi, justement ce côté où il y a ce conditionnement interoceptif et donc que le corps apprend l'anxiété. Parce qu'il y a ce qu'on appelle une mémoire procédurale du stress. C'est que si tu associes souvent certaines situations à des tensions corporelles, ton corps peut lui commencer à se tendre automatiquement dès qu'il détecte des indices de cette situation. Ton système nerveux apprend donc, et ton système nerveux notamment sympathique, apprend donc à s'activer par anticipation. Par exemple, quand tu stresses au travail, le simple fait de te réveiller un matin en semaine peut déjà déclencher des tensions habituelles. C'est aussi le cas des personnes qui, le dimanche soir, n'arrivent pas à dormir, souffrent d'insomnie le dimanche soir ou d'un temps d'endormissement plus long, tout simplement parce que le corps anticipe que demain c'est lundi, qu'on retourne au travail et donc que potentiellement il va y avoir du stress, de la pression, des tensions, etc. Donc ton corps, il a mémorisé le pattern et il anticipe la situation. Ça, c'est aussi découverte qui est formidable parce que ça nous permet de comprendre qu'on peut aussi rééduquer toutes ces réponses automatiques. Et c'est aussi pour ça qu'on fait tout le travail du système nerveux. Alors maintenant, tu te demandes peut-être pourquoi tu ressens toutes ces sensations corporelles alors que ton collègue, lui, dans la même situation, il se sent complètement zen. Pourquoi finalement certaines personnes sont plus sensibles que d'autres au stress? Là, déjà, il y a l'héritage neurobiologique du stress. Premièrement, il y a cette histoire personnelle. C'est-à-dire que si tu as vécu des situations de stress intense, ton système nerveux peut être devenu plus réactif. C'est comme si ton alarme intérieure était devenue hyper ultra sensible. Et ça, là aussi, il y a encore des recherches intéressantes sur le sujet des histoires personnelles. Alors, il y a eu des recherches de Anda et Felitti qui font partie de l'Adverse Childhood Experience qui révèlent quelque chose de crucial, c'est que les expériences négatives que tu as vécues de manière précoce, donc c'est-à-dire bien souvent dans l'enfance, elles modifient littéralement le développement du cerveau et du système nerveux. C'est-à-dire que chez certaines personnes, le système nerveux, il a appris très tôt que le monde, il n'était pas sûr et ça peut venir d'un traumatisme, d'un environnement instable, de négligence, de stress chronique, etc., etc. Et donc, à ce moment-là, on peut aussi croiser avec des études en neuroimagerie qui montrent que chez ces personnes, l'amygdale, donc le centre qui détecte l'alarme, la peur, elle est hypertrophiée, donc elle est plus grosse et elle est plus réactive. L'hippocampe, qui est le centre de la mémoire et de la régulation, lui, est plutôt réduit. Et les connexions entre le cortex préfrontal, donc cette partie de ton cerveau qui te permet de te raisonner et de mieux analyser, et l'amygdale sont tous les deux affaiblis.
Donc ça, c'est intéressant parce que leur système, il reste en hypervigilance en permanence, comme si le danger, il était toujours là. Le deuxième marqueur qui explique pourquoi certaines personnes sont plus sujettes au stress que d'autres, c'est le manque de corégulation dans l'enfance. En gros, si l'enfant, il a grandi sans avoir suffisamment de présence rassurante, d'écoute, de contenance, alors son système, il n'a pas pu apprendre à se calmer naturellement. Il reste actif, il reste seul, isolé face au stress. Là, on parle notamment de trauma développemental. C'est pas nécessairement des grands chocs, ce sont des absences subtiles, des manques de sécurité affective. Si on fait le lien avec mon histoire personnelle et si tu ne la connais pas, je t'invite à écouter l'épisode 2 de mon podcast En présence, où je te parle, ou l'épisode 1 plutôt de mon podcast En présence, je te parle justement de mon histoire personnelle. Et donc dans l'enfance, moi j'ai connu des hospitalisations à de nombreuses reprises pour ma maman. Et finalement, ça a été un manque de présence, hein. J'ai manqué de sécurité affective, j'ai vécu aussi un trauma de choc, à l'âge de mes 13 ans et donc tout ça finalement, ben, ça crée à la fois une histoire personnelle où le système nerveux, il a appris très tôt que le monde était dangereux et en même temps que, beh, je pouvais pas me co-réguler avec les autres. La co-régulation, c'est la capacité que notre système nerveux il a de se réguler au contact d'une autre personne. On redétaillera là aussi ces notions de co-régulation, mais voilà, dans l'enfance, le manque de co-régulation peut aussi engendrer des personnes qui aujourd'hui sont plus sujettes au stress et à l'anxiété. Et pour ça, il y a des chiffres qui donnent quand même à réfléchir. Et là, on va s'intéresser aux travaux de Bessel van der Kolk qui soutient que la maltraitance infantile elle constitue un problème de santé publique des plus graves et des plus coûteux des États-Unis. Alors certes, les États-Unis, mais bon, tu le sais, on suit jamais de très loin les États-Unis. Et donc, dans cette étude américaine, publiée dans l'American Journal of Preventive Medicine, qui a été publiée en 98, il y a plus d'un quart des personnes qui ont été interrogées qui déclarent avoir subi des violences physiques durant leur enfance. Ça, c'est énorme, parce que à partir du moment où il y a des violences physiques dans l'enfance, tu comprends que là, le système nerveux, il perçoit le monde comme un danger. Et donc, c'est des personnes qui sont plus sujettes à avoir des troubles de la santé mentale, à souffrir d'anxiété, à souffrir de stress chronique, à souffrir de dépression, etc. etc. Donc, notre vécu et nos expériences ont un réel impact sur la qualité de notre santé mentale. Et en France, donc, l'Observatoire national de la protection de l'enfance estime qu'environ 130 000 enfants sont en danger chaque année. Clairement, moi, ces chiffres, ils me donnent le vertige. Ils me donnent le vertige parce que je me dis que ce nombre-là, potentiellement, il ne va faire qu'évoluer et que ces enfants-là qui sont à l'heure actuelle traumatisés seront finalement demain des adultes traumatisés et qui donc pourront peut-être reproduire des schémas avec leurs enfants. En fait, on est sur une épidémie mondiale de trauma. Vraiment. Et si on veut retrouver la paix dans le monde, si on veut réduire les troubles de la santé mentale, si on veut réduire la violence et tout ce qu'on peut subir dans notre société moderne, là, il va vraiment falloir qu'on aille travailler nos traumas. Il va vraiment falloir qu'on fasse un travail personnel là-dessus. Parce que là, on est en train de créer une épidémie qui est inarrêtable si on ne prend pas soin de nous. Et ces chiffres, ils nous aident aussi à comprendre pourquoi il y a tant d'adultes qui vivent avec un système nerveux qu'on appelle hypersensible en fait. Aujourd'hui, l'hypersensibilité, ça court les rues. Mais parce qu'en fait, le système nerveux, il est complètement dérégulé. Et donc, toutes les personnes qui se disent hypersensibles aujourd'hui, potentiellement, il y a des traumas non résolus. Il y a des réponses du système nerveux qui n'ont pas été au bout du processus. Et donc, elles sont bloquées dans cette hypersensibilité. Donc, pareil, on en refera un épisode complet sur l'hypersensibilité parce que je sais que ça en intéresse plus d'un et plus d'une par ici. Donc, on refera une thématique vraiment propre. Mais là aussi, il y a de l'espoir parce que voilà, grâce à la neuroplasticité, ce même cerveau qui a appris la vigilance peut aussi apprendre la sécurité. Par contre, ça demande d'aller travailler en somatique, ça demande d'aller travailler en nerveux et ça demande d'avoir une approche holistique. Le physique, les émotions et le mental. Et ce travail-là, tu comprends bien que ce n'est pas un travail qui se fait en 3 mois. C'est un travail qui prend des mois, qui prend même des années. Parce que moi, aujourd'hui, je suis toujours en train de travailler tous ces sujets-là parce qu'en fait, il y a toujours à travailler. Et que de toute façon, dans la vie, on ne vit que des expériences.
Maintenant, il y a des expériences qui sont plus ou moins traumatiques en fonction de chacun. Mais c'est un travail d'une vie, en fait. C'est pour ça que investir sur sa santé, pour moi, c'est l'investissement le plus rentable. Bref, ceci n'est pas le sujet. Donc, focus sur la corégulation, parce que la corégulation, ça reste un processus par lequel notre système nerveux s'équilibre en présence d'un autre être humain. Donc, ça reste un processus fondamental dans une vie dite sociale. En gros, les neuroscientifiques, ils ont découvert qu'on possédait des neurones miroirs qui nous permettent de ressentir l'état émotionnel des autres. Donc, quand tu es avec quelqu'un de calme, ton système nerveux peut littéralement télécharger, percevoir, ressentir cet état de calme. C'est aussi pour ça que quand tu es avec des personnes qui sont plutôt en colère, ça peut venir aussi, toi, t'irriter un petit peu. Et donc là, il y a eu des études en neurofeedback qui montrent que deux personnes en interaction synchronisent leurs rythmes cérébraux, leur rythme cardiaque et leur rythme respiratoire. Et ça, c'est mesurable scientifiquement. Je trouve ça juste, mais merveilleux en fait. C'est merveilleux de se dire que quand on est en lien avec une personne, on a cette capacité à coordonner respiration, rythme cérébraux et rythme cardiaque. C'est incroyable. Et pour l'avoir vécu pendant les soins corps, quand j'étais esthéticienne, je peux confirmer que quand je rentrais en cabine, j'avais pas forcément le même rythme cardiaque respiratoire que la personne qui était avec moi. Rythme cérébraux, je ne sais pas, j'étais pas branchée de partout pour savoir. Et par contre, au fur et à mesure du massage, c'était vraiment une danse. Nos respirations venaient vraiment se mélanger et il y avait vraiment ce lien en fait. C'est pour ça que le toucher à travers un massage, c'est hyper réparateur. Parce que du coup, on synchronise l'état de l'autre. À condition que la personne qui vous masse soit régulée et soit en sécurité. Donc, quand une personne calme est présente et à l'écoute avec nous, notre système nerveux va capter cet état et progressivement, notre système nerveux va s'apaiser. C'est aussi pour ça qu'en séance, c'est important pour moi d'être régulée parce que finalement, le système nerveux de mon consultant ou de ma consultante va capter mon système nerveux. Mais alors, si il existe la corégulation, ça en est quoi de la codérégulation? C'est exactement l'inverse. C'est quand on est en présence de quelqu'un de stressé, d'anxieux, de fermé, de réactif, et que notre système nerveux peut capter cet état et s'en trouver lui aussi activé, tendu ou figé. Pareil, il y a une étude fascinante, des chercheurs se sont amusés à mesurer le cortisol, donc l'hormone du stress, chez les couples. Et ils ont découvert que quand l'un des partenaires était stressé, le niveau de cortisol de l'autre augmentait aussi, même si ce n'était pas lui qui était directement confronté au stress. Typiquement, tu rentres du boulot, tu es stressé, tu es agité, tu es irritable, potentiellement le niveau de cortisol de ton conjoint va aussi augmenter. Alors pourquoi c'est révolutionnaire de comprendre ça? Tout simplement parce que déjà, on est tous câblés pour ressentir l'état des autres, et ça c'est très inconscient. Ça explique aussi pourquoi certaines relations sont épuisantes, parce qu'elles co-dérégulent, et que d'autres sont plutôt ressourçantes, parce qu'elles nous co-régulent. Et ça signifie aussi un espoir immense, celui que l'on peut guérir en relation. Que la relation peut aussi être un espace de guérison. T'es pas condamné à rester seul dans ton anxiété, dans ton mal-être, parce que c'est justement en étant en contact de d'autres personnes que tu vas pouvoir guérir. Et c'est aussi pour ça que tout ce qui est accompagnement en groupe, c'est aussi très précieux parce qu'il y a des résonances qui se font, les systèmes nerveux se connectent les uns aux autres et donc potentiellement ça fait un terrain fertile pour se co-réguler. Donc on a besoin de co-régulation. On peut aussi être impacté par la codérégulation. C'est aussi pourquoi c'est important de s'entourer de présences ressourçantes, de poser des limites saines et de cultiver un ancrage intérieur. Tout ça, c'est des notions que je transmets aussi à mes consultants en suivi et sur lesquelles j'insiste parce que je sais à quel point le manque d'ancrage, la difficulté à poser ses limites et les contacts avec des personnes toxiques peuvent vraiment déréguler le système nerveux. Maintenant, on va voir une parenthèse sur l'hormone, sur les effets des hormones et notre mode de vie. Je détaille pas trop cette partie-là parce que j'en referai aussi un épisode entier, mais dans cet épisode-là, c'est quand même important. Le corps, il réagit pas de la même façon selon ton état général. Parce que quand tu es fatigué, quand tu es mal nourri, quand tu es dénutri, quand tu es carencé ou quand tes hormones fluctuent,
notamment chez les femmes en période de règles, de ménopause ou sur des périodes de stress chronique, il y a plusieurs systèmes qui sont perturbés. Tes neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, ce sont des pseudo-hormones qui viennent soutenir tout ton système nerveux et notamment le fonctionnement de ton cerveau. La sérotonine, elle va baisser, donc tu vas avoir une augmentation de l'irritabilité et des ruminations. Le GABA, il va devenir insuffisant, donc là, tu auras des difficultés à te calmer et à réduire ton anxiété. Et la dopamine, elle est déréglée. Donc, tu peux te sentir fatigué le matin au réveil, tu peux avoir un manque de motivation pour faire tes activités de la journée. Tu peux aussi sentir une perte d'élan, une perte de joie pour des activités qui avant te faisaient plaisir. Donc ça, c'est pour les neurotransmetteurs. Et en face, tu as tes hormones. Quand ton cortisol il est chroniquement élevé, il va y avoir une hypersensibilité au stress. Un cortisol élevé, c'est quotidien en séance. Aujourd'hui, je ne passe pas une journée sans ne voir des cortisols élevés. Donc pareil, ça c'est primordial d'aller travailler là-dessus. Les oestrogènes et progestérone, s'ils sont déséquilibrés, il y a des variations émotionnelles. Ça se voit très bien chez les femmes pendant les cycles menstruels. En fonction des variations de ces deux hormones-là, on n'est pas toujours de la même humeur. Et ensuite, quand une thyroïde est dysfonctionnelle, ça peut aussi engendrer de l'anxiété, des palpitations, de la fatigue chronique, etc. etc. Il y a des études qui montrent qu'une carence en magnésium, qui est fréquente dans plus de 80% de la population, ça peut augmenter l'anxiété de 40%. Donc clairement, ton système nerveux, il a littéralement moins de ressources pour gérer des stimuli stressants. C'est pourquoi tu peux avoir l'impression que ton anxiété varie selon les périodes. Cette partie-là sur les hormones et l'anxiété et le système nerveux et la santé mentale, j'en referai un épisode complet sur le sujet, mais garde en tête que hormones et neurotransmetteurs influencent aussi ton état émotionnel et ton état d'anxiété. Et alors là, on va arriver sur une partie que j'adore parce que je trouve ça hyper enrichissant, c'est la mémoire corporelle, quand le corps se souvient. Parce que le corps, il stocke clairement nos mémoires émotionnelles. Et là, sur ça, il y a eu des découvertes révolutionnaires. On va notamment s'arrêter sur les travaux du chercheur qui s'appelle Bessel van der Kolk, qui lui a découvert que les traumatismes et le stress peuvent être stockés dans le corps, même si consciemment, tu n'y penses plus. Dans son ouvrage The Body Keeps the Score, qui a été traduit en français sous le titre de Le corps n'oublie rien, Bessel van der Kolk il nous explique que les traumatismes non résolus peuvent altérer le fonctionnement du cerveau et du corps. Le système nerveux, lui, reste alors en état d'alerte, affectant la régulation des émotions, le sommeil, la digestion et les défenses immunitaires. Ça, c'est fascinant. Et pareil, on ira retravailler toutes ces notions-là parce que je trouve ça juste dingue de se dire que le corps, il a cette mémoire-là. Et ça se loge vraiment dans nos tissus et dans ce qu'on appelle nos fascias, les fascias profonds. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la mémoire implicite et la mémoire explicite. Donc là, ton cerveau, il stocke les souvenirs de deux façons. La mémoire explicite, ce dont tu te souviens consciemment, et la mémoire implicite, qui est stockée dans ton corps, dans tes émotions et dans tes réflexes. Donc un trauma, il peut être oublié au niveau explicite, au niveau de ton cerveau, mais il peut rester très vivace au niveau implicite, et donc dans ton corps. C'est pourquoi tu peux ressentir de l'anxiété sans raison apparente, parce que ton corps il va réagir à des éléments qui lui rappellent inconsciemment la situation stressante passée. Pour ça, je vais parler d'une de mes consultantes qui développait des crises d'angoisse à chaque fois qu'elle sentait une certaine odeur de parfum. Donc elle a fait des années de thérapie et en thérapie, elle a réalisé que cette odeur de parfum, c'était le parfum de sa maman, notamment durant une période très difficile de son enfance. Et donc son corps avait associé cette odeur à cette situation qui était plutôt difficile dans son enfance. Donc cette mémoire corporelle, cette mémoire sensitive se réactivait à chaque fois qu'elle sentait l'odeur. Et elle déclenchait une crise d'angoisse, sans raison apparente. Elle est en vacances, elle sent l'odeur, bim, crise d'angoisse. Et donc là, clairement, on comprend que parfois, sans raison apparente, le corps, lui, il a bien ses raisons de déclencher ce genre de réaction. Et cette mémoire corporelle révèle aussi quelque chose de merveilleux, c'est que le corps, il a une intelligence sensitive que le cerveau n'a pas. Il perçoit les nuances, les patterns, les sensations, les connexions que notre mental, lui, ne conscientise pas. Donc même si la tête, elle ne comprend pas, le corps, lui, se souvient. Les tensions non évacuées, les réflexes de survie restés coincés, peuvent immédiatement remettre l'état d'alerte et d'angoisse. Et l'anxiété, ça devient alors une tension inachevée qui attend d'être accueillie, sentie et relâchée. C'est-à-dire que si le corps stocke la mémoire du stress,
il peut aussi apprendre à stocker des mémoires de sécurité. Encore faut-il aller travailler là plutôt en somatique. Mais alors, très bonne nouvelle, c'est que si ton corps peut nourrir l'anxiété, il peut aussi l'aider à le calmer. Parce que là encore, on va parler de neuroplasticité, parce que pendant longtemps, on pensait que le cerveau adulte, il était figé. Aujourd'hui, on sait que le cerveau reste plastique, reste flexible et reste en évolution toute notre vie. Cette nouvelle expérience, elle peut créer de nouvelles connexions neuronales. C'est-à-dire que, et là encore, il y a eu des études en imagerie cérébrale qui montrent que 8 semaines de méditation modifient l'activité de l'amygdale, cette petite glande à l'avant de ton cerveau qui détecte tous les dangers. La thérapie corporelle et donc toutes les techniques par le toucher vont créer de nouvelles voies neuronales. Encore faut-il que le toucher soit sécure et bienfaisant, mais le toucher est une des techniques pour lesquelles on va recréer des voies neuronales. Et la respiration consciente, elle va aussi renforcer les connexions préfrontales et amygdales. Donc la respiration, ça reste aussi un outil simple, gratuit et accessible à tous pour aller retravailler justement ces notions et donc avoir l'espoir d'un renouveau et d'un changement. J'espère que cette série sur la notion du corps qui parle et de ce lien entre le corps et le mental, le corps et les émotions, t'a vraiment permis de comprendre ce qui se passait dans ton corps et surtout de déculpabiliser parce que non, l'anxiété n'est pas dans ta tête et ce n'est pas qu'une question de volonté, loin de là. Et on a pu voir déjà tout ce que ça engendrait dans le corps et tout ce qui est en lien avec l'anxiété, toutes ces réactions biologiques et chimiques qui se passent dans ton corps. La prochaine série qui arrive, c'est une série qui est très intéressante aussi, puisqu'on va aller retraverser l'inflammation sous toutes ses formes et comprendre aussi à quel point l'inflammation impacte l'anxiété. Mais déjà, avec ces premiers épisodes, tu as déjà posé des bases solides pour comprendre l'anxiété. Je t'inviterai donc à les réécouter, à prendre des notes pour vraiment conscientiser et engrammer ces nouvelles notions dans ton cerveau. Et puis, si tu as des questions, n'hésite pas à venir en DM sur Instagram ou à me laisser un petit commentaire sous le podcast. Je serai ravie de te répondre. Et puis d'ici là, je te souhaite de prendre soin de toi et de rester en présence. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusque-là. Si tu repars avec un mot, une sensation ou une envie de t'ancrer un peu plus dans l'instant, alors ce podcast a trouvé sa place. Pour le faire rayonner, je t'invite à le partager autour de toi et à lui laisser la note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et n'hésite pas à m'identifier sur les réseaux sociaux, je serai ravie de te repartager. D'ici là, prends soin de toi et reste en présence.